Qui sont nos ancêtres? La question paraît simple, presque intime. On pense à nos parents, à nos grands-parents, à quelques vieilles photos sépia dans une boîte en carton. Puis le fil se perd, les noms disparaissent, les visages s'effacent, et le passé devient brume. Et pourtant, qui ne rêverait pas de descendre d'une lignée prestigieuse, d'un écrivain célèbre, d'une reine, d'un héros oublié? Pas pour l'héritage. Non, juste pour sentir que notre histoire s'inscrit dans quelque chose de grand, de mythique. Les nations ont fait exactement la même chose. Au XIXe siècle, la France se découvre des ancêtres celtes, l'Allemagne s'invente des Germains héroïques. Chaque pays se forge une généalogie glorieuse, pas par amour de la vérité, mais pour créer un sentiment d'appartenance, pour dire nous venons d'un peuple noble, nous sommes légitimes. Le problème, c'est que ces récits ont souvent justifié l'injustifiable. Dame guerre, dame conquête, dame exclusion, car si mon origine est plus pure que la tienne, alors je me crois supérieur. L'histoire des origines n'est jamais neutre, elle façonne le présent. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous disposons d'un outil nouveau, un outil qui ne raconte pas de légende, un outil qui ne ment pas, nos gènes. Car notre corps est une archive, une bibliothèque vivante. Chaque cellule contient un manuscrit ancien, notre ADN. 3 milliards de lettres chimiques. A, C, G, T. Un code, un héritage. Et ce code ne parle pas seulement de nous, il parle de tous ceux qui nous ont précédés. Nos parents nous ont transmis leurs gènes, eux-mêmes les tenaient des leurs, et ainsi de suite, à travers des milliers de générations. Autrement dit, nous sommes littéralement faits de nos ancêtres. Ils vivent en nous, biologiquement, pas symboliquement. Et mieux encore, l'ADN est incroyablement résistant. Même dans des os vieux de plusieurs milliers d'années, il survit. On peut l'extraire, le séquencer, le lire, comme on lirait un vieux parchemin. Pour la première fois, nous pouvons interroger les morts, pas avec des mots, mais avec la génétique. Et ce que ces ossements commencent à révéler, bouscule tout, absolument tout. Et si l'histoire que nous avons apprise à l'école était incomplète? Et si nos origines étaient bien plus mélangées, bien plus mouvantes que prévu? Pendant des siècles, la question de nos origines n'était pas scientifique. Elle était religieuse, philosophique, politique. Certains affirmaient que tous les humains descendaient d'un couple unique, une seule famille, une seule source. D'autres soutenaient l'inverse. Selon eux, les peuples du monde avaient des origines différentes, d'âmes créations séparées, d'âmes lignées distinctes. Derrière ce débat, il ne s'agissait pas seulement de biologie, il s'agissait de pouvoir, car si nous ne partageons pas les mêmes ancêtres, alors certains peuvent prétendre être plus humains que d'autres. Et l'histoire a montré jusqu'où cette idée pouvait mener. Puis la science est arrivée, et avec elle, une réponse froide, implacable, presque brutale. Tout commence en Afrique, les plus anciens fossiles humains, les premiers outils, les premières traces de bipédie, tout converge vers le même endroit, le berceau de l'humanité. Il y a environ 2 millions d'années, Homo erectus quitte l'Afrique. C'est la première grande migration. Il colonise l'Eurasie, s'adapte au froid, se diversifie, et peu à peu, différentes formes humaines apparaissent. En Europe, Homo néanderthalensis, en Asie, Denisovan, ailleurs d'autres lignées encore. Pendant longtemps, deux scénarios s'affrontent. Le premier de chaque région du monde aurait évolué localement. Les populations actuelles descendraient de ces groupes archaïques. C'est le modèle multirégional. Plusieurs origines, plusieurs humanités. Le second est plus simple, plus radical. Une seule espèce apparaît en Afrique, Homo sapiens. Puis elle sort d'Afrique et remplace progressivement toutes les autres. Une seule origine, une seule famille. Alors qui a raison? Les os ou les gènes? C'est là que la génétique entre en scène, et elle ne laisse aucune place au doute. Lorsque l'on compare les génomes humains du monde entier, le résultat est stupéfiant. 2 personnes prises au hasard sur 2 continents différents sont identiques à 99,9%. Autrement dit, les différences visibles couleur de peau, cheveux, traits ne représentent qu'une infime variation, une poussière biologique. Si l'humanité avait émergé séparément sur chaque continent, nous serions beaucoup plus différents, comme des espèces distinctes. Mais ce n'est pas le cas. Toute la diversité génétique hors d'Afrique provient d'un seul sous-groupe africain, comme si toute l'humanité actuelle était issue d'une seule marmite, un seul foyer, un seul départ. Cela signifie une chose essentielle, simple, claire, indiscutable. Les races humaines biologiques n'existent pas. C'est une construction culturelle, pas génétique. Nous ne sommes pas des branches séparées. Nous sommes les feuilles d'un même arbre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque nos ancêtres quittent l'Afrique, ils ne trouvent pas un monde vide,
Ils ne sont pas seuls. Il y a environ 50 000 ans, Homo sapiens quitte à nouveau l'Afrique. Pas en armée, pas en empire, en petits groupes, quelques dizaines de personnes. Dames familles, dames enfants, dames migrants, tout simplement. Ils avancent lentement, traversent le Proche-Orient, longent les côtes, suivent les troupeaux, puis arrivent en Europe. Un continent froid, hostile, glaciaire, et là, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Depuis plus de 300 000 ans, un autre humain vit déjà ici. Homo néanderthalensis. Pas un singe, pas un monstre, un humain, avec une culture, d'âmes outils, d'âmes sépultures, du feu, peut-être même des chants. Longtemps, on a raconté une histoire simple, presque hollywoodienne. Sapiens serait arrivé, plus intelligent, plus évolué, plus civilisé, et aurait remplacé Néandertal. Comme on écrase une version obsolète, c'était propre, linéaire, flatteur pour nous, et complètement faux. Dans les années 1990, on tente d'analyser l'ADN de Néandertal, mais les premiers fragments semblent indiquer aucun lien avec nous. Conclusion rapide, espèces séparées, aucun mélange, affaire classée. Puis, en 2010, tout bascule. Pour la première fois, on séquence l'intégralité de son génome. Un travail titanesque. D'âmes années d'analyse. D'âmes os vieux de 40 000 ans. Et la surprise est totale. Les résultats sont formels. Les humains actuels hors d'Afrique possèdent environ 2% d'ADN néandertalien. 2%. Ça paraît ridicule. Mais biologiquement, c'est énorme. Cela signifie une chose très simple. Nous ne les avons pas seulement croisés. Nous avons eu des enfants avec eux. Pas une guerre d'extermination, pas une substitution brutale, mais une cohabitation. D'âmes rencontre, d'âmes métissage, d'âmes famille. Néandertal n'est pas un cousin lointain, il est en nous, littéralement. Et ces gènes ne sont pas anecdotiques. Certains influencent notre système immunitaire, d'autres notre métabolisme, même notre perception du goût amer. D'âmes adaptations précieuses pour survivre au climat européen. Autrement dit, ce que nous appelons modernité est aussi un héritage archaïque. Nous sommes un mélange, un patchwork, une mosaïque humaine. Puis, il y a environ 39 000 ans, Néandertal disparaît. Pas forcément parce que nous étions meilleurs, mais peut-être simplement plus nombreux, plus mobiles, avec un meilleur succès reproductif. L'évolution n'est pas morale. Elle ne récompense pas les plus nobles. Elle favorise ceux qui survivent. C'est tout. Mais cette découverte change profondément notre regard, car elle détruit une idée tenace, nous ne sommes pas une lignée pure. Nous sommes le résultat de rencontres, depuis le début. Et pourtant, ce métissage n'est que la première surprise, car l'Europe préhistorique va connaître d'autres bouleversements, beaucoup plus massifs, beaucoup plus récents. Et cela, nous ne les avions absolument pas vus venir. Après la disparition de Néandertal, Homo sapiens devient seul maître du continent européen. Enfin, seul, en théorie. Pendant des milliers d'années, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs parcourent l'Europe. Ils suivent les rennes, les bisons, les saisons. Ils vivent légers, mobiles, adaptés au froid. Quand on pense à eux, on imagine souvent la même image. Un Européen préhistorique, peau claire, cheveux clairs, un peu comme nous, version peau de bête. C'est logique. On projette le présent dans le passé, toujours. Mais la génétique, encore une fois, vient ruiner cette intuition. Depuis quelques années, les chercheurs extraient l'ADN de squelettes vieux de 10 000 ans. Et les résultats sont inattendus. L'un des cas les plus célèbres provient d'Angleterre. Dans une grotte du Somerset, on découvre au début du XXe siècle le squelette humain le plus ancien et le plus complet jamais trouvé au Royaume-Uni. On l'appelle chez Darman. Pendant des décennies, il dort tranquillement dans un musée. Puis un jour, on séquence son ADN. Et là, surprise totale. Les analyses révèlent que chez Darman avait très probablement la peau foncée, les cheveux sombrés, les yeux bleus. Pas du tout l'image que nous avions. Pas du tout. Les premiers Britanniques ne ressemblaient donc pas aux Britanniques actuels. En réalité, à l'époque, la Grande-Bretagne n'était même pas une île. Elle était reliée à l'Europe par une vaste plaine aujourd'hui engloutie, le Doggerland. Les populations circulaient librement, sans frontières, sans nation, sans passeport. Ce simple squelette raconte quelque chose de fondamental. Les habitants d'un territoire aujourd'hui ne sont pas forcément les descendants directs de ceux qui y vivaient hier. L'identité géographique est instable, toujours, et ce n'est que le début. Car ces chasseurs-cueilleurs, qui ont dominé l'Europe pendant des millénaires,
ne seront bientôt plus majoritaires. Un changement colossal approche. Pas une invention, pas une idée, mais une migration. Une vague humaine si massive qu'elle va transformer le continent entier, sa culture, son mode de vie, et même son apparence. Car l'Europe ne va pas seulement changer d'habitude, elle va changer de peuple. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité vit de chasse et de cueillette. On se déplace, on suit les saisons, on prend ce que la nature offre, un mode de vie ancien, éprouvé, équilibré. Puis, il y a environ 10 000 ans, quelque part entre l'actuelle Turquie, la Syrie et l'Irak, tout change. Dans cette région que l'on appelle le croissant fertile, des humains commencent à faire quelque chose d'inédit. Ils plantent, ils attendent, ils récoltent. Pour la première fois, la nourriture ne dépend plus seulement de la chance. Elle devient prévisible, stockable, contrôlable. L'agriculture est née, et avec elle, la sédentarité, les villages, les maisons, les familles plus nombreuses. La démographie explose. Pendant longtemps, on a cru que cette révolution était culturelle, que les chasseurs-cueilleurs européens avaient simplement copié l'idée, comme une mode, une innovation. Mais encore une fois, la génétique raconte une autre histoire, plus radicale. Quand on séquence l'ADN des premiers agriculteurs d'Europe, leur signature est claire. Ils ne sont pas européens. Ils viennent d'Anatolie, de la région de l'actuelle Turquie. Ce ne sont pas des idées qui migrent. Ce sont des humains, d'âmes familles entières, d'âmes communautés, qui avancent lentement vers l'ouest, avec leurs animaux, leurs semences, leurs traditions. Et partout où ils passent, leur population grandit plus vite que celle des chasseurs-cueilleurs, parce que l'agriculture nourrit plus d'enfants. Plus d'enfants égale plus de descendants. C'est brutalement simple. En quelques millénaires, ils deviennent majoritaires, génétiquement majoritaires. Autrement dit, la plus grande partie de l'ADN européen actuel vient de ces migrants anatoliens, pas des chasseurs-cueilleurs originels. Encore un mythe qui s'effondre. Et ce changement laisse aussi une trace visible. Sur notre peau, les chasseurs-cueilleurs avaient une alimentation riche en viande et en poisson. Ils obtenaient facilement de la vitamine D. La pigmentation foncée ne posait aucun problème. Mais les agriculteurs mangent surtout des céréales. Moins de vitamine D, donc un besoin accru de soleil. Or, la peau claire absorbe mieux la lumière. Elle favorise la synthèse de vitamine D. Petit à petit, génération après génération, la sélection naturelle fait son travail. La peau s'éclaircit, pas pour des raisons esthétiques, pas culturelles, simplement biologiques. Un détail de survie. Un exemple emblématique illustre ce tournant. Si, l'homme des glaces, retrouvé dans les Alpes, vieux de plus de 5000 ans. Longtemps, on l'a imaginé comme un montagnard robuste à la peau claire, mais son ADN raconte autre chose. Peau plus sombre que celle des Européens actuels, très venus du Proche-Orient. Si n'était pas un Européen ancestral, il était un descendant de migrants anatoliens, comme beaucoup d'entre nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car alors que l'Europe commence tout juste à se stabiliser, une nouvelle vague arrive, plus rapide, plus massive, presque brutale. Et cette fois, elle vient des steppes. À ce stade de l'histoire, on pourrait croire que tout est réglé. L'Europe a ses chasseurs-cueilleurs, puis ses agriculteurs venus d'Anatolie. Le décor semble posé, les populations installées, une continuité logique. Mais la génétique, encore une fois, vient troubler cette belle narration. Lorsque les chercheurs comparent l'ADN des Européens actuels avec celui des premiers agriculteurs, quelque chose cloche. Les profils ne correspondent pas totalement. Il manque une pièce, une signature génétique inconnue. Comme si un troisième groupe s'était invité à la fête. Une population fantôme, invisible dans les manuels d'histoire. Puis, en 2013, une découverte en Sibérie change la donne. Un génome ancien révèle un pont génétique inattendu entre l'Europe et les peuples amérindiens. Attends, l'Europe et les Amériques, comment est-ce possible? Cela n'a aucun sens, sauf si une population commune existait quelque part, entre les deux. Les chercheurs fouillent alors plus à l'est. Dans les grandes plaines au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Un monde immense, plat, infini, la steppe pontique. Là vivaient des pasteurs nomades, dames éleveurs, dames gens qui suivaient leurs troupeaux sur des centaines de kilomètres. Une culture mobile, flexible, résiliente. On les appelle aujourd'hui les Yamnaya. Pas des guerriers mythiques, pas des Aryens sortis d'un vieux fantasme du XXe siècle. Juste, des bergers. Et pourtant, leur impact génétique est colossal. Quand on séquence des squelettes européens vieux de 5000 ans, on observe un changement brutal.
comme si quelqu'un avait versé une nouvelle louche dans la marmite, massivement. Jusqu'à 70% du patrimoine génétique remplacé dans certaines régions. C'est gigantesque. À l'échelle actuelle, ce serait comme si 1 milliard de personnes s'installaient soudainement en Europe, en quelques générations. Un événement démographique énorme, silencieux, mais radical. Pourquoi? Comment? Guerre? Maladie? Climat? On ne sait pas encore. La génétique montre le changement, mais pas la cause. Et c'est frustrant, magnifiquement frustrant. Car même avec toute notre technologie, le passé garde ses secrets. Ce que l'on sait en revanche, c'est ceci, les Européens actuels ne descendent pas d'un seul peuple, ni de deux, mais d'au moins 3 grandes vagues de chasseurs-cueilleurs agriculteurs anatoliens pasteurs des steppes. 3 histoires, 3 migrations, 3 mélanges. Et si l'on remonte encore plus loin, on retrouve Néandertal. Et plus loin encore, l'Afrique. Autrement dit, personne n'est d'ici depuis toujours. Nous sommes tous des migrants. Depuis le premier jour. Alors, maintenant que l'on connaît l'histoire, que reste-t-il de nos certitudes? Pendant des siècles, les nations ont cherché des ancêtres glorieux. Les Français se sont rêvés celtes, les Allemands, germains, d'autres, héritiers d'empires mythiques, d'âmes peuples fondateurs, purs, ancrés dans un sol depuis la nuit des temps. Ces récits avaient un but, pas scientifique, politique, créer une continuité, une légitimité, un nous solide. Nous étions là les premiers. Cette terre est la nôtre. Mais la génétique raconte tout autre chose. Et elle est beaucoup moins romantique. Quand on observe l'ADN ancien, on ne voit jamais de stabilité, jamais de pureté, jamais de peuple immuable. On voit du mouvement, toujours. D'âme vague, d'âme mélange, d'âme disparition, d'âme remplacement. Encore, et encore. C'est presque mécanique. Comme du linge dans une machine à laver. À chaque rotation, les couleurs se mélangent différemment. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. À aucun moment de l'histoire une population européenne n'est restée génétiquement identique plus de quelques millénaires. Jamais. Pas de Français originels. Pas de Germains ancestraux. Pas de peuple pur. Scientifiquement, ça n'existe tout simplement pas. Ce que nous appelons identité est un instantané, pas une racine. Nous sommes le résultat d'un brassage permanent, un carrefour, pas une forteresse. Et si l'on remonte assez loin, toutes nos lignées finissent par converger, toujours, vers le même point. L'Afrique, la même origine, la même famille. Alors peut-être que la vraie révélation est là, pas dans les pourcentages, pas dans les migrations, mais dans ce constat simple. Nous ne descendons pas d'un peuple, nous descendons de tout. Chaque être humain porte en lui des fragments d'histoire venus de partout. D'âmes chasseurs de la toundra, d'âmes paysans d'Anatolie, d'âmes pasteurs des steppes, d'âmes humains archaïques disparus. Nous sommes des mosaïques vivantes, d'âmes archives ambulantes. Et quelque part, c'est l'infiniment plus beau que n'importe quelle légende, parce que cela signifie une chose essentielle. Si nos gènes racontent quelque chose, ce n'est pas la séparation, c'est le lien, pas ce qui nous divise, mais ce qui nous unit. Peut-être que nos ancêtres nous murmurent ceci, à travers notre ADN, vous n'êtes pas différents. Vous êtes simplement les héritiers du même voyage. Et au fond, ce n'est pas une perte d'identité, c'est une invitation à se reconnaître, à se comprendre, à se rappeler que l'humanité a toujours avancé ensemble.